Chers petits observateurs, voyez-vous ce qu'il y a de bien dans l'automobile, c'est que, un peu comme avec les grands vins, il y a des classiques, des grands crus, qui restent et qui définissent une période. Et on se disait avec Philippe, cette BMW série 7 E32, une 730 de 1987, c'est un classique. Ça va, monsieur Monsieur le Président, je me retournais vers la belle allemande. Ouais. C'est un classique. C'est un grand classique. C'est effectivement le début de la guerre des hauts de gamme entre Mercedes, qui a toujours dominé ce segment avec les classes S qu'on a vu sur POA. Et dès 1979, BMW a travaillé sur la remplaçante de la E23, qui est la toute première série 7. Et cette voiture est sortie finalement en 86. Et donc c'est la première génération de série 7 qui bottait les fesses de la classe S, qui était supérieure sur un certain nombre de points, qui n'a jamais été vraiment le cas avant. Donc c'est pour ça qu'elle est très marquante. Alors en termes de motorisation, ça c'est le modèle le plus basique. Ouais. C'est une 730, l'appellation 30, 6 cylindres. Il y a eu ensuite, quelques années après, début des années 90, le remplacement des 6 cylindres en ligne par des V8. Mais avant ça, dès le début de la sortie de la voiture, il y a eu une version 750, donc 12 cylindres, 5 litres. Et là, effectivement, ça ridiculisait Mercedes, qui avait vulgairement, je mets des grandes guillemets, un V8, la 560, un V8 d'un peu moins de 300 chevaux selon le fait qu'il ait un catalyseur ou pas, et BMW arrive avec le summum de la noblesse, un 12 cylindres. Je vais être un peu vulgaire, mais à l'époque, c'était quand même qui a la plus grosse, donc il y avait la guerre des chefs, il fallait, à chaque fois, l'un allait plus loin, il fallait répondre. C'était très amusant à suivre, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Non, mais tout à fait. Ouais. Alors, et d'un point de vue design, elle est particulièrement intéressante, je pense, et elle a fait école. Elle a été dessinée, le concept, l'étude de style a été réalisée par Ercole Espada, qui était chef designer à l'époque, donc toute fin des années 70, début des années 80, parce qu'il faut savoir à l'époque qu'il ne fallait pas 3 ans pour concevoir une voiture, mais plutôt 5, 6, 7 ans, entre la première esquisse et la voiture de production. Donc dès 79, donc t'imagines, c'est 7 ans avant, les premières esquisses 7 ans avant. Ensuite, ce qui est intéressant, j'ai lu, je ne savais pas, je n'étais pas là, je n'ai pas pu le voir, apparemment le chef ingénieur, je ne me souviens plus de son nom, mais on peut assez facilement le retrouver, à une période où le design, où la conception était assez avancée, a décidé de élargir la voiture de 4 cm pour loger le V12, mais également pour donner plus de stance. Et c'est intéressant, donc plus de présence. Et ce qui caractérise cette voiture, c'est en grande partie le fait qu'elle a cette largeur. Ces quelques centimètres font toute la différence. Et j'adore la 126, la W126, c'est la Mercedes classe S contemporaine de cette voiture, des années 80. La BM est beaucoup mieux posée, elle est plus large, plus plate, elle est plus forte en termes de... Je vois même que les ailes, là, sont aussi, ça ressort, ça accentue cet effet. Bien sûr, les voies également sont larges. Alors, comme tu parles des ailes, c'est le seul petit point en termes de style qui n'est pas totalement résolu. Alors, en fait, le fait que cette nervure, elle vienne manger un tout petit peu de ce passage de roue. On remarquera qu'après, on a monté cette ligne et on n'a pas... Parce que finalement, là, ça fait un point un petit peu non défini, qui vient mourir. Bon, en plus, là, il y a une peinture qui n'est pas... Voilà, un vernis qui n'est pas extraordinaire. Voilà, il y a un petit détail qu'on va peut-être voir de l'autre côté, parce qu'on a plus de place. On a plus de place, mais revenons sur cette aile. Il y a quand même un truc que tu as dit. Après, ils l'ont remonté, la ligne? Non, pas sur cette voiture, mais sur les séries 3 E46, pour les connaisseurs, vous verrez, en fait, on reconnaît que cette nervure, elle vient au-dessus. Donc, ça ne vient pas manger un petit peu, tu vois, ça fait un truc un petit peu pincé. C'est une ligne continue sur les autres. Mais qui passe au-dessus. D'accord. Là tu as le plat de l'aile et puis tu as le bosselet. Et cette ligne, elle vient mourir, s'écraser un petit peu. Et donc, t'imagines, en fait, tu pourrais l'arrêter un petit peu plus long. Là, tu pourrais mettre un petit peu de mastic, t'imagines, ou là. Et c'est pas totalement défini. Je suis pas en train de dire que le design est raté. Hein, c'est le tout petit détail et je l'explique souvent dans les cours de design. Je dis voilà, si on peut mettre cette ligne au-dessus ou éventuellement l'arrêter avant, on va pas manger... on ne va pas venir pincer ce galbe, cette arche de roue.
D'accord. En revanche, à l'arrière, il n'y a pas de problème, quoi. À l'arrière, il n'y a pas de problème. Ils ont Et parce que la ligne, cette ceinture de caisse, bon, elle est dynamique, elle remonte, et là, effectivement, elle est bien au-dessus. Souvent, tu me parles des effets de trompe-l'œil. Là, est-ce que c'est voulu le fait que le bas de caisse soit noir? Oui, tu vois, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de définitions là. Je vois 1, 2, 3, 4, 5. Bon, les garnitures, voilà, pour les chocs urbains, c'est quelque chose qui se faisait. C'était presque systématique sur toutes les voitures. Ça se faisait. J'ai envie de dire, soit c'était à la mode ou c'est quelque chose qui se faisait. Après, le bas de caisse noir, oui, bien évidemment, si tu peignais tout couleur caisse, tu aurais une voiture beaucoup plus lourde. Donc le fait que ça soit noir, là, évidemment, sur le sol gris, on voit la différence. Mais en voyant la voiture posée devant toi avec l'ombre, tout le bas de caisse, l'ombre et le bitume vont se noyer. Et donc tu vas juste, en fait, avoir une lecture, du coup, beaucoup plus longiligne de la voiture. Autre chose, moi, qui me frappe, c'est la surface vitrée qui paraît presque délirante aujourd'hui. Oui, c'est assez drôle, effectivement, c'est marquant. Il faudrait la garer devant une série 7 moderne. Effectivement, la hauteur de vitre. Mais finalement, à l'intérieur, c'est super agréable d'avoir des vitres presque dans un autobus assez basses. Après, alors bien sûr, il y a cette définition d'avoir du noir sur le montant B. Donc on a une lecture, ça je le dis souvent dans les vidéos, le DLO, Daylight Opening, en fait, on le lit en termes de lecture comme un seul morceau, imaginant que les vitres sont fumées, d'avoir tous ces montants noirs. Le Hofmeister Kick, donc c'est cette découpe si caractéristique, mais en fait, elle a une utilité, parce que ça, c'est une grande berline où les places arrière sont importantes. Ça, c'est le châssis court, le châssis normal. Il y avait une version longue, 10, 11 cm, un peu plus long. Et là, le fait que ceci soit découpé, le joint se barre un petit peu, tu as une grande accessibilité pour l'épaule. Mais assieds-toi, il y a une place folle en fait, j'avais jamais fait attention. Une place quand même importante, effectivement, à nouveau pour un châssis court. C'est la version la plus courte. Donc effectivement, il y a beaucoup de place, et ça te dégage un bel espace pour les épaules. Donc tu vois, ça a une réelle fonction. Alors, en parlant de place arrière, apparemment, le point le plus large de la voiture, il est à ce niveau-là, au niveau des portes arrière. C'est-à-dire le point le plus large de la voiture, si tu regardes la voiture de haut, le point le plus large ici pour les passagers arrière. Et ça, c'était également, il y a 40 ans, une belle collaboration entre des ergonomes, des ingénieurs, des designers. Il y avait le style. Mais ce qui était important, c'est qu'elle soit logeable, cette voiture. Alors, c'est une voiture qui est dans son jus, hein, tu l'as depuis peu, tu vas l'améliorer. Mais enfin, on se rend compte quand même que la qualité, moi je suis impressionné, tout ça est très sobre, mais ça a une trentaine d'années. Ça n'a pas bougé, là. La contreporte, la boiserie, ça fait plaisir à voir. Et là, j'avais pas vu, mais la petite encoche pour trouver facilement où on met la ceinture. Oui, c'était aussi une caractéristique. Habituellement, les ceintures venaient de là et que tu l'accrochais. Donc au moins, combien de fois les gens qui sont assis à l'arrière confondent avec le truc du milieu? Là, au moins, alors là, tu ne confonds pas, parce qu'effectivement, pour le passager droit, tu es sûr que c'est là. Et donc tu peux t'attacher là et tu trouves le truc. Moi j'ai un petit point de style qui m'impressionne. Tu parlais de ligne. Ce petit bec de canard là. Oui, il y a cette espèce de becquet entre guillemets intégré et qui est surligné par effectivement par cette ligne qui vient effectivement remonter et ça donne, c'est presque un trompe-l'œil, un petit effet d'avoir ce petit appendice aérodynamique, mais super subtil parce que c'est pas quelque chose de rajouté. On revient un tout petit peu devant. Il était apparemment prévu qu'un pilier C, donc le montant arrière, le pilier A c'est le montant de pare-brise, le B celui du milieu, soit très large. Et ça donnait aussi une force, une stature particulière. Donc on voulait effectivement, c'était volontaire d'avoir ce montant extrêmement massif. Les feux arrière, alors là il y a un tout petit truc, les puristes vont dire le modèle le 730 ça devrait être mis plus bas, ça a été recollé, je le ferai, il faut le décoller gentiment. Il doit être parallèle au... Oui, il doit être un peu plus bas. Moi ça me pique les yeux comme on dit. Mais bon, reviens sur les feux arrière. Alors les feux arrière c'est la première BM avec les feux en L, donc avec le clignotant déporté. Oui. Mais c'est à l'époque,
Tu te souviens, on parlait des Mercedes Classe S qui avaient pas des Classe S, des Mercedes tout court, qui avaient les feux anti-salissure. La sécurité était un point hyper important. Et apparemment, le fait d'avoir déporté les clignotants, c'était aussi pour que ceci soit plus visible. Donc il y avait une démarche de sécurité active pour les conducteurs, pour les voitures derrière, d'où le positionnement de ces feux. Alors vous remarquerez, évidemment les petits observateurs remarqueront qu'il y a des petites pastilles pour les radars de recul. Ça c'est quelque chose qui a été ajouté. Il y avait à ma connaissance, enfin en 87, pas ces radars en 87. Sur notre Mercedes, il y avait les antennes qui sortaient. Oui, mais après, il me semble que sur les dernières séries, les petits trucs étaient intégrés sur le noir du pare-choc et pas en bas. Tu me parlais de la jante aussi, tu me dis elles sont spécifiques, parce qu'après elles ont été plus creusées, Jérémy. Oui, non, ça c'est vraiment... elles sont pas en état parfait, de nouveau, la voiture a quelques années. Ensuite, effectivement, ça a été creusé un petit peu plus, comme si on creusait ici à 90. Et donc ça, c'est caractéristique vraiment des toutes premières, 86, 87, ces jantes comme ça. Et ensuite, ces jantes ont été montées avec un tout petit peu différencié sur les séries 5 E34. C'est le même designer, hein, série 7 E32 86 et la série 5 E34. Elles étaient très proches. Elles étaient très proches, mais on les identifiait tout de suite. Ouais. Et ça, je pense que c'est très fort, parce que oui, elles étaient proches, c'était les mêmes codes, les mêmes générations, mais on l'identifiait tout de suite, avec ce genre de choses. La série 5 aussi, les feux s'arrêtaient, il n'y avait pas ce débordement. Donc même sur des détails graphiques, on reconnaissait la série 5 immédiatement. Et la 5 avait un très beau break et une option double toit ouvrant la Touring, effectivement. Alors en termes de caractéristiques... Venons sur l'avant. Sur l'avant... La gueule de requin de BM, c'est quand même une caricature, mais on aime. Oui, c'est 4 feux, mais le fait qu'elle soit large, donc il y a vraiment cette horizontalité qui est très marquée. Alors, notons tous ces chromes qui font aujourd'hui peut-être un peu désuets. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait l'option Shadowline qui permettait d'avoir la couleur caisse. Alors, une des grosses différences visuelles, enfin la grosse différence, c'est que le modèle 12 cylindres avait les naseaux larges. Et donc du coup, la ligne de capot venait comme ça. Je savais pas. Et à partir du début des années 90, je ne sais plus si c'est 92, les moteurs 6 cylindres en ligne ont été dégagés et remplacés par des moteurs V8 de nomination 730 V8 et 740 qui a remplacé la 35. Et là, elle reprenait aussi ces naseaux larges. Qui c'est encore plus beau, je trouve. J'aime bien aussi comment les anti-brouillards, ils sont très joliment intégrés. On a l'impression qu'ils ont toujours été là, en même temps, ils ne gênent pas. Dernière chose sur la 750, donc sa sœur avec le moteur 12 cylindres, c'est la première voiture qui a signataire, c'est pas la voiture qui a signé bien évidemment, ce gentleman's agreement de la limite de 250 km/h sur donc l'auto-limitation. Apparemment, et tout le monde, sauf Porsche, les autres constructeurs allemands ont suivi le pas et dit « Ok, la voiture peut faire 260 ou 280, 250. » Tu peux m'ouvrir le moteur, que Bien je vois sûr. le capot, que je vois le moteur. Alors, la cinématique du capot est intéressante et tellement caractéristique. C'est pour ça que je veux... Ouais. Elle s'ouvre en deux temps, ça bascule comme ça, donc il y a un mouvement et ensuite... Un peu comme les Saab, non? Il n'y avait pas un peu Oui, le Saab, c'était encore plus prononcé. Ouais. Et donc là, c'est vraiment le 6 cylindres de soupape classique. Le monument BMW, l'évolution 735, c'est le même moteur. On a encore de la place, hein, c'est impressionnant. Ouais. Attends, je viens de... C'est étonnant quand même, toute cette... Et donc ça reste très très joli, tu n'as pas de capotage ou peu de capotage, tu as encore des choses traditionnelles. Et dis donc, ça, c'est caractéristique. Ah ouais? Ouais, il a vécu celui-là. Anti-bruit. Il a vécu, mais il est toujours sur le capot, tu vois. Ouais. Ma classe S 500 de 86, le truc était tout dégommé. Alors, je ne sais pas s'il a été remplacé, mais il n'est pas super frais, mais il est là. Et il tient. Et toi qui aimes bien les mécanismes de charnière, tu les aimes bien tes charnières? Tu vois la complexité du truc. Et en plus, tu as des vérins, etc. Donc, tu as quand même une belle accessibilité. Mais c'est effectivement caractéristique. Le capot sur la série 5, c'était pareil, qui s'avance. Il y a toute cette... Et puis, pour le fermer, tu ne vas pas le claquer là. Tu vas le fermer par devant.
et donc il va glisser. C'est quelque chose d'assez classe. Moi, j'aime bien. Allez, un petit tour à l'intérieur quand même. C'est drôle parce que c'est presque plus rare de les avoir en tissu. Oui, si oui, c'est oui, du oui, velours. oui. Il y a eu, surtout en France. Mais c'est très chic du coup, je trouve. Ben ouais, surtout en France, la plupart étaient des. Je pense que c'est la 735 qui était la plus vendue avec un intérieur cuir et des accoudoirs. Alors j'ai regardé, tu sais, avec le code modèle, avec Ouais. le numéro de série, ces porte-cassettes, c'était une option d'usine. Donc Alors, pour avoir. je sais que tu as. Il marche pas. Demis. Ensuite. oui, dis-moi. puis. Michel Thor. Vas-y, sans ensuite. doute, j'en sais rien. Vas-y, là, t'as. Alors, Nicoletta. Ensuite, Moustaki. Enfin, tu les as Brassens, tous. Voilà. Non, mais c'est assez rigolo. Donc l'ancien propriétaire, ou les anciens propriétaires. Donc ça, c'est une voiture du sud de l'Espagne D'accord. qui a un énorme avantage. Parce que même si c'est une BMW, une Mercedes des années 80, bah, si tu mets du sel ou de l'humidité, ça rouille. Donc cette voiture, elle est loin d'être parfaite, mais elle n'est pas rouillée. Donc c'est pour ça que tu l'as hyper acheté saine. en Espagne. Ouais. Moi, je Bon, suis- le poste n'est pas d'origine, j'en lui en mettrai un plus proche. Elle avait déjà le réglage gauche-droite et la climatisation clim, ouais. automatique. Ça, c'était une option assez coûteuse, me semble. La clim, bon, pour le marché espagnol, bien évidemment. Moi, j'aime bien le petit volant Ouais. de la 325, très sport. On s'attend à barrer avec un volant un peu. Ouais, ça c'était Sans doute une option. Ouais. une option où ça a été changé. Je suis pas sûr. Ouais. C'était contemporain, mais je suis. Elle avait un 4 branches, sinon, je crois. Oui, de oui, oui, mémoire. le 4 branches. Et ensuite, sa sœur en 750, celle qui avait l'airbag, un espèce d'immense machin. Alors là, il y a un truc pas mal aussi. Il y avait ce petit coffre côté passager. Ouais. Bon, bah là, tu vois des Kleenex, des trucs, une petite boîte à gants. Tu imagines que c'est forcément des choses assez onéreuses. Donc non, mais elle reste, comme tu disais, je dirais l'état des plastiques, des tissus. Tu vois, les planches de bord n'est pas craquelées. Enfin, il y a quand même, elle a bien vécu. C'est beau, hein. Franchement, c'est très sobre. Moi, c'est le mot qui me revient à chaque fois, c'est qu'on a beaucoup alourdi, mais parce qu'en plus, pendant 30 ans, ils ont fait la même chose, quoi. C'est ça qui était. Oui, la planche de bord tournée vers le. C'est devenu un truc très fort de chez BM, mais ils étaient en avance. Côté ergonomie. Alors, ce qui est assez drôle, c'est l'allumage des phares. Sur les Mercedes, sur les Allemandes, c'est souvent ce bouton. Là, c'est ce Basculeur. ce basculeur. Et ça, c'est pour les feux de brouillard avant-arrière. Ouais. Sur les séries 5, E34, c'est la même chose. Mais tu regrettes cette ergonomie comme ça aujourd'hui toi qui as le côté Arche de Noé dans les voitures, est-ce que ça pour toi c'était un absolu ou... Non, ce que je regrette, c'est l'uniformisation. Avant, effectivement, chaque constructeur avait son ergonomie, sa façon. Est-ce que Mercedes, c'est un truc qui m'agace avec les Mercedes, mais ça m'a toujours agacé, c'est que l'essuie-glace est à gauche. Et aujourd'hui, avec les Mercedes modernes, tu as le levier. Mon père a une classe E, une W212. Et je bouge le levier de vitesse pour mettre les essuie-glaces. Donc la standardisation a quand même du bon. Effectivement, si tu prends une voiture que tu ne connais pas, tu vas tout de suite connaître savoir où mettre les essuie-glaces, etc. Mais d'un autre côté, les voitures modernes, il y a l'allumage automatique, des feux, donc est-ce que tu en as vraiment besoin? Non, je regrette, je suis un peu nostalgique à l'époque, BMW, c'était leur façon de faire. Les partisans de BMW dire c'est le système le plus ergonomique, c'est le meilleur. Mercedes a une autre approche, Citroën en avait une autre. Et c'est ça que je regrette un petit peu, qui est plus effectivement ces visions de l'ergonomie parfaite. Et les gens de BMW, c'était vraiment leur truc d'avoir l'ergonomie, la planche de bord tournée vers le conducteur. Saab également, on avait vu avec un certain nombre de caractéristiques. Tu as, on l'a dit, la classe S à peu près contemporaine de cette voiture-là. Tu as donc conduit les deux. Est-ce qu'il y a une vraie différence de conduite? On dit toujours que les BM étaient des voitures à conduire, plus sportives, etc. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui, 30 ans après? Ça saute, ça saute au volant, comme on dit. Oui. Mais en quoi? C'est-à-dire que celle-là, c'est plus dynamique, c'est plus... Oui. Dynamique, je ne sais pas si ce serait le mot. Je vais être très vulgaire. Les deux sont des grosses patates à côté de voitures modernes. Qu'on s'entend bien. C'est des voitures qui ont plus de 40 ans de conception. Effectivement, tu prends un enchaînement de virages, tu vas tout de suite te calmer. Tu vas tout de suite te calmer. Tu as une voiture d'une tonne 6, une tonne 8, qui a des pneus, Julien, tu la remarque tout à l'heure, des pneus très hauts de flanc, etc. Mais cette voiture, je pense que simplement, elle a des voies, donc les essieux plus larges, les
suspensions sont un peu plus fermes, elle est beaucoup plus dynamique à conduire que la classe S. Alors ma classe S, c'est un V8 de 5 litres qui a une bonne grosse cinquantaine de chevaux en plus. Donc elle est un peu plus véloce, mais c'est une boîte automatique. Celle-ci, donc on n'a pas parlé des caractéristiques, c'est les toutes dernières avant catalyseur. Donc le 3 litres développé sur le papier 197 chevaux, ce qui peut paraître presque même pas 200 chevaux pour une grosse voiture. Mais bon, pour l'époque, boîte mécanique, c'était pas mal. Et le 6 cylindres, malgré toutes les évolutions mécaniques qu'on a pu avoir et électroniques depuis 40 ans, ça reste un moteur très, très agréable. Tu peux reprendre à 800 tours en sortie de rond-point en cinquième. Ça va pas aller très vite, mais ça reprend. Tu peux dire combien tu l'as payé, puisqu'on est entre nous? 4 500 €. C'est fou. Bon, après, il faut la rapatrier, mais j'avais une voiture à déposer, une voiture de mon petit-neveu. Donc, je descendais de toute façon en Espagne avec mon petit camion. Et puis, je vais remonter avec mon petit camion. Mais la petite dépanneuse a été fidèle quand même, du sud de l'Espagne, de revenir avec cette voiture sur son dos. Bon. Merci Philippe. Voilà. On se reverra j'espère. pour d'autres secrets de design. Pour d'autres voitures mythiques. D'autres discussions automobiles. Ouais, d'autres voitures marquantes. Voilà. Vous pouvez aller sur le site poa.tv, vous allez dans la rubrique secrets de design, vous retrouvez tous les secrets de design qu'on a écrits avec Philippe. Il y en a plus d'une trentaine. Hein. Voilà. Ah oui, je n'ai pas compté, mais moi, j'ai compté. Dans la playlist, je pense qu'il y a le 30, c'est pas mal. Allez, à bientôt. Ciao.